Bonjour à tous, hi guys and Tatiara. Avant que l'on passe à la période gallo-romaine de l'histoire de France, je voudrais m'arrêter un petit instant sur un sujet précis, Astérix, et plus précisément sur sa valeur historique. Donc voilà, c'est l'heure du deuxième épisode bonus de notre programme sur l'histoire. L'honneur, le bon sens, commande à tous les Français libres de continuer le combat. Dans mes vidéos de vulgarisation de l'histoire, il m'est arrivé de taper un tout petit peu sur notre petit héros bagarreur. Mais je sais pas si ça s'est vraiment vu. Bon d'abord, revenons sur un point, les Gaulois. Non, pas cela. La Gaule devient alors gallo-romaine. Toute la Gaule? Non, car un village d'irréductibles gaulois... Non, on arrête le délire, il n'y a pas de village d'irréductibles gaulois, là, ça c'est n'importe quoi. Ouais, c'était peut-être pas si discret que ça, en fait. Donc pour une fois, nous n'allons pas médire de ce trésor culturel, mais nous allons plutôt mettre en avant son intérêt historique. Oui, parce que Astérix, ce n'est pas non plus que des anachronismes. Parmi les justesses historiques de la première BD de France, il faut tout d'abord citer les noms des villes. Dans Astérix, les villes de la Gaule ont le nom de l'époque, ou en tout cas une forme latinisée du nom de la ville à l'époque. Ainsi, dans le 5e très bon tome des aventures d'Astérix, le Tour de Gaule d'Astérix, nous pouvons découvrir nos villes modernes, avec leurs clichés actuels, mais avec leur nom d'origine. Deuxième fait historique, l'armée romaine. Bon alors oui, c'est beaucoup plus facile de faire dans l'historique quand nous avons de vrais documents écrits et des représentations visuelles sur le sujet. L'organisation militaire romaine est plutôt bien respectée, surtout qu'elle change énormément à cette époque entre César et Auguste. Donc bon, pas facile de faire dans le concret. Que ce soit dans l'équipement des légionnaires ou dans la façon dont ils dressent le camp, Uderzo et Goscinny se sont pas trop mal débrouillés. C'est pas parfait non plus, on retrouve par exemple la manipule qui avait déjà disparu à l'époque de César et qui avait été remplacée par la cohorte. Donc il n'y avait pas manipule et cohorte en même temps. Mais bon, on va pas chipoter. Troisièmement, plusieurs tomes, notamment parmi les premiers, reprennent des faits marquants ainsi que des personnages historiques de l'époque. Dans Astérix et les Goths, par exemple, les druides se retrouvent dans la forêt des Carnutes, comme ils le faisaient chaque année dans la réalité. Cléopâtre et César ont une relation, comme dans la réalité, et on parle même du conflit entre César et Scipion dans Astérix légionnaire. Bref, entre ces points importants et les clins d'œil faits au texte écrit par César, comme par exemple le fait que les Belges soient considérés comme les plus courageux des Gaulois ou l'apparition de Césarion dans Le Fils d'Astérix, déjà, il y a du bon dans cette BD. Bon alors oui, ça fait un petit peu mal de voir des Normands 1000 ans trop tôt, ou de voir Abraracoursix sur son bouclier alors que ça c'est plutôt une tradition franque. Et Spartacus, ça fait déjà 20 ans qu'il est mort. On ne fait plus de menhirs en Gaule à cette époque, les forêts ne sont pas aussi présentes et les Gaulois ne mangent pas tant de sangliers que ça. Mais tout ça, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu en fait. Non mais grassez pas des dents comme ça, laissez-moi m'expliquer. Si vous lisez un tome d'Astérix avec l'idée d'en ressortir muni de connaissances dignes d'un livre de Grimal, Gerpagnon ou Paul Veyne, c'est de votre faute, hein, pas celle d'Uderzo ou Goscinny. La valeur de cette BD, elle se trouve dans les clins d'œil à notre époque sur fond d'histoire, ou encore dans les jeux de mots, dans les noms improbables, dans les clichés sur la société d'aujourd'hui, ou encore dans les caricatures de personnages célèbres comme Bernard Blier, Chirac ou encore Sean Connery. En plus, la plupart du temps, ces erreurs de la part des auteurs, elles sont faites en toute connaissance de cause. Alors que moi, quand je dis « mais surtout c'est un lieu où ils ont peint en grande quantité des scènes de la vie de l'époque », et que je me fais attraper par la suite par une spécialiste de la question, clairement c'est pas fait exprès. Mais la valeur historique d'Astérix, là où elle est plus que réelle, c'est dans l'engouement pour l'histoire qu'elle a su générer chez les autres. Combien de passionnés d'histoire, comme moi par exemple, ou d'historiens, ont eu pour première expérience historique un tome d'Astérix? It's really difficult to say historic and Astérix in a same sentence. Astérix parle à un plus large public que les grands historiens ne le peuvent, même si cela implique de se concentrer sur la forme au détriment du fond. Et grâce à cela, beaucoup de gens se sont intéressés à l'histoire et certains en ont même fait. Donc critiquer Astérix, ça revient un petit peu à critiquer Stéphane Bern, Bernard Cornwell ou encore Camelot. Et attention, hein, le premier qui critique Camelot, il se mange une avoine, c'est clair? En résumé, Astérix ce n'est pas que de la soupe historique, c'est un sacré divertissement et la BD a fait plus ou autant pour l'histoire que beaucoup d'historiens.
Bon après, est-ce que ça veut dire que les films sont tous de très grande qualité? Non, ça veut pas dire ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle rattrape un tout petit peu les vannes que j'ai balancées sur notre héros gaulois, et que comme moi, cela vous aura donné envie de vous replonger dans quelques tomes de la BD. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire. A plus!